Bonjour Samuel, et effectivement, Jean-Michel Blanquer, merci d'être avec nous ce matin et vous allez nous dire concrètement comment peut se passer ce retour dans les classes le 11 mai. Emmanuel Macron a parlé d'un retour progressif. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le ministre ? Oui, bonjour et merci de votre invitation. Le mot progressif est le mot très important dans cette phrase, puisqu'il est évident que tout ne va pas se passer du jour au lendemain. D'abord, nous avons à définir cette façon dont ça va se réaliser progressivement. C'est pourquoi nous avons 2 semaines devant nous pour travailler à cela. Dès aujourd'hui, j'ai les débuts de mes entretiens avec les organisations syndicales que j'aurai tout au long des 2 prochaines semaines pour avoir l'élaboration des bonnes conditions sanitaires en particulier pour ce retour, aussi bien pour les élèves que pour les adultes. Et ensuite, cela nous permettra à partir du 11 mai de commencer à voir par quelles étapes nous passons. Mais justement, déjà, par exemple, oui. Allez-y, pardon, parce que la question qu'on se pose, Jean-Michel Blanquer, c'est de savoir quels seront finalement les critères retenus. Est-ce que cela se fera par classe d'âge, par région, selon le niveau des élèves ? Est-ce que ce sont par exemple les élèves les plus en difficulté qui rentreront les premiers ? Que pouvez-vous nous dire ce matin là-dessus ? Alors, tous les points que vous venez de dire sont évidemment très légitimes à prendre en considération, et c'est ce que nous allons faire. À l'instant, vous venez de dire les élèves les plus en difficulté, c'est beaucoup eux que nous avons à l'esprit quand nous prenons les mesures que nous sommes en train de prendre, parce qu'il faut bien voir qu'il y a le sujet du coronavirus, et il y a aussi le sujet des inégalités sociales qui vont en s'accroissant semaine après semaine, parce que chaque enfant est renvoyé à son contexte familial, ce qui creuse terriblement les inégalités. Donc oui, il y a une priorité pour nous à réussir à avoir tous les élèves en difficulté mieux pris en charge qu'ils ne peuvent l'être à distance. Ça, c'est un élément majeur dans mon esprit. Ensuite, la façon de faire, elle va s'élaborer au cours des 2 prochaines semaines, mais c'est le type de critères que vous venez de dire. Bon, d'abord, on sait très bien qu'il faut d'abord une première étape où il faut nettoyer les locaux en particulier. Donc là, on a un sujet avec les collectivités locales pour préparer ça ensemble, là aussi de façon consensuelle et bien pensée entre nous. Ensuite, il y a tout le travail pédagogique, puisque quand les enfants vont revenir, il faut que les professeurs aient pu préparer en quelque sorte ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Ce sera très personnalisé, ce qui se passera. Enfin, on ne peut imaginer que des petits groupes dans de telles circonstances. Donc ce sera un aménagement du temps et des contenus forcément très particuliers. Ensuite, est-ce que ça se fera justement par région, par tranche d'âge ? On sait qu'il y a en France des régions comme le Grand Est ou l'Île-de-France qui sont plus touchées que les autres. Est-ce qu'il y aura une rentrée différenciée ou alors est-ce que toutes les familles auront une solution pour leurs enfants le 11 mai ? C'est une question très importante. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va entrer en dialogue avec les familles en amont du 11 mai, comme nous le sommes déjà. Vous le savez, les professeurs se sont engagés énormément. On a fait tout un travail via les chefs d'établissement, les professeurs principaux, les CPE pour être en contact avec les familles. Aujourd'hui, on est descendu en dessous de 5% de familles non répondantes. Ce 5%-là est très prioritaire. Il faut qu'on arrive à les contacter entre maintenant et le 11 mai. C'est pourquoi on continue à faire beaucoup de choses dans ce sens, y compris à leur écrire, à passer par toutes sortes de réseaux. Mais en tout cas, toutes les familles ont vocation évidemment à avoir un contact avec l'école ou l'établissement en amont du 11 mai. Et c'est là que nous pourrons commencer à envisager la façon dont ça se passe pour chacun, parce qu'on doit pouvoir, encore une fois, différencier. Donc on va élaborer toute une méthodologie, d'abord de contact avec la famille, en effet, et ensuite de retour progressif à une scolarisation qui passe vraiment forcément par de très grands aménagements. Personne ne peut imaginer qu'en mai-juin, ce sera exactement comme avant, pas du tout. Ce sera autre chose, c'est-à-dire cette autre chose sera définie dans 2 semaines, mais regardez par exemple en ce moment, nous sommes capables d'accueillir des enfants de soignants. Nous accueillons tous les jours, du lundi au dimanche, environ 30 000 enfants de soignants. Et justement, comment ça se passe ? Certains ont l'école l'après-midi, les autres le matin, pardon. Comment les aménagez-vous ces cours ? Alors aujourd'hui, tel que nous le faisons, c'est très personnalisé. Parfois, quand un soignant doit travailler toute la journée, l'enfant est pris en charge toute la journée grâce à des volontaires, auxquels je veux rendre hommage, des professeurs, des personnels des collectivités locales, du monde associatif. Et ensemble, ils assurent cette permanence du lundi au dimanche. Donc nous savons faire cela aujourd'hui en respectant les gestes barrières, en essayant de faire que la distanciation sociale soit pleinement respectée, puisque ce qu'a dit Olivier Faure tout à l'heure est exact, c'est-à-dire avec les
Oui. Précisément, est-ce que tous les professeurs, et une question que se posent les familles bien entendu, est-ce que tous les professeurs et tous les élèves disposeront de masques lorsqu'ils auront la possibilité de rentrer à l'école le 11 mai prochain ? C'est fort possible, mais ça fait partie des choses que l'on va définir au cours des 2 prochaines semaines en lien avec les autorités sanitaires. Mais si c'est nécessaire, c'est cela que l'on fera, bien sûr. Là, ça fait typiquement partie des travaux que l'on va mener. Est-ce qu'il sera obligatoire ? Ah bah si, encore une fois, c'est d'ici 2 semaines, on va décider, alors que ce soit à disposition, je pense que c'est une évidence. La question du caractère obligatoire et de la façon dont nous y prenons, c'est typiquement ce qui va se définir au cours des 2 prochaines semaines, mais nous nous donnerons les moyens en matière sanitaire nécessaires. Et ce, en lien avec les collectivités locales, par exemple sur tout ce qui est gel hydroalcoolique, savon, etc. Vous en parliez à l'instant, comment on fait pour imposer la distanciation sociale, en particulier aux plus petits ? Comment on fait pour faire porter un masque aux élèves de maternelle, par exemple, Monsieur Blanquer ? Alors évidemment, la question se pose en des termes différents selon l'âge des enfants, et c'est plus compliqué en maternelle. Donc la seule réponse pour les plus petits, c'est évidemment les tout petits groupes. Et donc c'est vers cela que nous irons. De la même façon, il faut se dire que les enfants quand même vivent quelque chose de particulier en ce moment, avec des aspects négatifs et des aspects positifs. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde est marqué par ce qui est en train de se passer. Et donc on a aussi du civisme qui est là. Et aux enfants, on va leur apprendre, enfin ils ont déjà appris beaucoup de choses, mais ils vont apprendre aussi les gestes qui seront obligatoires dans ce nouveau contexte. Et évidemment, selon les âges, nous organiserons différemment. Quand on parle de retour progressif, ça implique forcément que l'on va avoir pas les mêmes âges qui rentrent au même moment à l'école. Ça veut dire justement que les programmes seront allégés, que vous demanderez aux professeurs de ne pas aller forcément, par exemple pour les collèges et les lycées en particulier, d'aller jusqu'au bout des programmes, que certaines matières pourront être éludées si le besoin s'en fait ressentir ? Oui, bien sûr, et là j'ai une grande confiance dans le professionnalisme des professeurs. Vous savez, dans l'éducation nationale, on raisonne de plus en plus par cycle, c'est-à-dire par groupe de 3 niveaux. Donc il y a tout un travail d'évaluation du niveau d'un élève après une période de vacances, en l'occurrence après une période de confinement, pour ensuite personnaliser ce parcours. C'est l'occasion pour l'éducation nationale de faire ce travail de manière qu'elle fait déjà, mais de manière beaucoup plus accentuée. C'est un des aspects de la situation dans laquelle nous nous trouvons, que de nous obliger à certaines modernisations qui sont de toutes les façons importantes pour nos élèves. Les représentants des enseignants s'inquiétaient dès hier du risque de retourner dans des classes qui comptent parfois jusqu'à 35 élèves. Vous l'avez dit, vous souhaitez que la classe se fasse par petits groupes, mais dans ce cas, des petits groupes, ça veut dire plus d'heures d'enseignement. Est-ce que vous allez demander aux enseignants de travailler davantage ? Est-ce que vous allez en recruter d'autres pendant cette période ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir des grands groupes. Il est hors de question d'avoir des classes bondées dans la situation actuelle. Ça, c'est une certitude. Comment arriver à ce résultat ? Il est possible aussi qu'on ait une charge horaire moins importante pour les élèves. Vous savez, les élèves viennent de s'habituer à travailler à distance. On peut très bien imaginer des petits groupes à certains moments dans la journée, puis que la suite se passe à distance, notamment pour les élèves les plus grands, au lycée notamment, et éventuellement au collège. Donc ça fait typiquement partie des aménagements auxquels on va procéder. Mais c'est un surcroît de travail pour les enseignants. Est-ce qu'ils pourront faire face à cette nouvelle organisation dictée par les circonstances ? Écoutez, les professeurs ont montré encore une fois et leur professionnalisme et leur engagement dans les circonstances que nous venons de vivre. Et encore une fois, ce sont des professionnels de la transmission du savoir et des valeurs. C'est des professionnels de l'éducation. Et je crois que dans cette période de confinement, tout le monde a réalisé à quel point ce professionnalisme, c'était quelque chose, et pas quelque chose de facile, puisque les parents voient bien qu'on ne peut pas comme ça s'improviser facilement en professeur. Eh bien, la personnalisation des parcours, ça fait partie de ce professionnalisme des professeurs. La situation, de toute façon, elle est forcément totalement inédite et elle nous oblige à beaucoup de travail collectif aussi. C'est pas seulement un sujet de relation du professeur à l'élève, c'est déjà une relation professeur-élève-parent, c'est ce qui s'est beaucoup développé ces 4 dernières semaines. Et puis, c'est aussi un travail collectif à l'échelle de l'établissement. Nous sommes une institution forte d'un million de personnes. Aujourd'hui, face au coronavirus, on voit bien que le fait d'être un service public de nature nationale, quand beaucoup de pays sont décentralisés, est un avantage pour être plus organisé, pour réussir à avoir plus d'élèves impliqués, inclus dans l'enseignement à distance.
c'est cette capacité d'organisation qui est de nouveau devant nous, notre challenge du moment. Jean-Michel Blanquer, une question très concrète que se posent les gens et les parents, c'est que le président a expliqué hier que ne seront testées que les personnes qui présentent des symptômes. Quelles garanties auront les familles ? Comment éviter que des familles ne veuillent pas prendre le risque d'envoyer leurs enfants à l'école alors que d'autres enfants peuvent s'y trouver porteurs du virus sans symptômes, et d'où la question, est-ce que ce sera obligatoire de retourner à l'école le 11 mai ? De toute façon, ce ne sera pas obligatoire le 11 mai. Encore une fois, c'est un retour progressif, donc il va y avoir là aussi beaucoup d'aménagements, c'est évident. Sur les réponses précises sur le plan sanitaire, c'est typiquement le travail que nous allons faire au cours des 2 prochaines semaines. Je fais aussi beaucoup de comparaisons internationales. Après vous avoir vu, je serai en visioconférence avec mes homologues européens, puisque tous les pays, comme par exemple l'Allemagne, sont dans ce travail de stratégie sur le déconfinement. Dans le cadre de l'UNESCO aussi, nous nous concertons entre pays du monde entier. Nous sommes tous face au même type de défis, et donc c'est très intéressant de regarder les bonnes manières de faire qu'il y a dans différents pays. Donc nous avons 2 semaines de grand travail à faire qui repose sur cette comparaison internationale, sur ce travail avec les autorités de santé, avec les collectivités locales, et bien sûr en interne à l'éducation nationale, et c'est pourquoi je vais voir les fédérations de parents d'élèves, les organisations syndicales, les représentants des lycéens, toutes ces organisations avec qui on va essayer de co-construire ces formules, et qui sont des formules, encore une fois, progressives, pragmatiques. C'est un mot que vous employez beaucoup. Ça veut dire que toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai pour que les choses soient claires, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Oui, bien sûr, c'est très clair que ça n'est pas tout d'un coup. Encore une fois, il y a un travail de préparation, que tout le monde ne rentre pas au même moment. Ça, c'est déjà certain. La question ensuite, c'est plutôt les modalités de retour. Mais c'est certain. Vous savez, un des buts très importants, quels sont les buts qu'on doit se fixer ? Le premier but, il est d'abord social. Il est profondément social. Il y a des élèves qui peuvent partir à la dérive au moment où nous parlons à cause du confinement. Et donc, il faut aussi avoir une vision globale du sujet. Il y a le virus, mais il y a aussi la réalité sociale. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont maltraités à la maison. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire devant tout le monde. Dès qu'on entend un bruit, qu'on sent que quelque chose ne va pas pour un enfant, il faut appeler le 119. Il faut se préoccuper de cela très fortement. Vous avez des enfants, des adolescents qui sont en train de décrocher. Là, par exemple, j'ai une attention particulière pour les lycées professionnels, pour les CAP dans le domaine industriel, par exemple, où les élèves décrochent. Donc c'est cela que vous voulez rouvrir en priorité ? C'est cela que vous voulez rouvrir en priorité, M. Blanquer ? Bien sûr que c'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête pour assurer ce service public. Et donc, l'objectif, si vous voulez, c'est qu'entre le 11 mai et le 4 juillet, c'est-à-dire les vacances d'été, nous ayons réussi cette resocialisation, ce recontact qui permettent tout simplement de se remettre dans les apprentissages. Sinon, les dégâts sociaux et humains, je dirais, peuvent être très importants, et on doit les avoir en tête aussi en responsabilité. Question très concrète, Jean-Michel Blanquer, cela ne change rien. La décision prise sur les examens, l'obtention du bac et du brevet se feront cette année uniquement par contrôle continu. Ça ne change pas ? Oui, tout à fait, ça ne change pas, puisque précisément on avait envisagé le contrôle continu pour que ce soit compatible avec toutes les formules qui pourraient finalement être retenues. Et donc là, c'est évidemment tout à fait compatible. Et ça doit permettre même d'avoir des notes du 3e trimestre. Les écoles avaient été les premières à voir leur fermeture annoncée le 13 mars, et elles sont les premières à rouvrir. C'est moins dangereux de se regrouper dans une école que d'aller dans un café finalement ? Mais ça dépend des modalités, bien sûr. Si on mettait des classes de 30 personnes, si on faisait tout comme avant, ça pourrait être un problème. Mais justement, il y a tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire le fait qu'on doit fonctionner par petits groupes, progressivement, que l'on mette en place toutes les formules que l'on aura co-construites avec l'ensemble des partenaires. Et donc, c'est cela qui fait que ça n'est pas comparable avec un restaurant ou un café. Ça va être d'ailleurs des moments, je dirais, éducatifs, puisque il y a une dimension de civisme quand il y a le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation. Ce sont des enjeux de civisme et donc des enjeux éducatifs. Mais cela avait un caractère indispensable d'accueillir à nouveau les enfants pour que les parents puissent retourner travailler. C'est ce qui a motivé essentiellement le gouvernement, quand on sait par exemple que le gouvernement prévoit aujourd'hui un recul du PIB de 8%. C'est un chiffre qui vient de tomber ce matin en 2020. C'est-à-dire une crise encore plus importante que prévu. Oui, il est temps que l'économie se remette en place, quoi. Bien sûr, mais le premier mot-clé, c'est social. C'est de toute façon, même ce que vous venez de dire, ça a un impact social
considérable. Donc ce qui est très important, c'est encore une fois de sauver les élèves qui pourraient être à la dérive du fait du confinement, d'avoir un travail profondément social, de permettre à des parents de reprendre leur vie aussi de manière plus normale, et ils savent très bien, ceux qui nous écoutent savent très bien ce que ça signifie. Donc oui, mais de le faire progressivement, pragmatiquement, en respectant les règles sanitaires, de façon à ce qu'on n'ait pas des dégâts indirects très importants du coronavirus. Vous pouvez avoir des dégâts indirects très très importants liés au confinement. Donc on doit aussi avoir cette vision globale du sujet, bien sûr. On vous a entendu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.